Depuis l'accident qui a privé son fils de ses mouvements, il a entouré la maison de caméras, de murs et de silence pour protéger ce qui lui restait encore. La nouvelle employée est arrivée discrètement, mais par de petits gestes, elle a commencé à rendre des couleurs à la vie du garçon. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle portait une promesse faite à l'hôpital lors de la nuit la plus difficile de sa vie. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. La pluie battait contre les grandes fenêtres de la maison, à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, créant un écho qui se propageait dans les couloirs vides. Antoine Mercier ajusta une fois de plus le volume du moniteur de sécurité, observant les images qui clignotaient en séquence sur l'écran devant lui. Cuisine, salon, couloir principal, chambre de Gabriel. Toujours la chambre de Gabriel en Bissomense, dernier. C'était là que ses yeux s'attardaient le plus longtemps, là où son cœur se serrait le plus fort. Le garçon était là, comme toujours, assis dans son fauteuil roulant devant la fenêtre, regardant le jardin que sa mère avait planté avec tant d'amour 3 ans plus tôt. 3 ans. Cela semblait une éternité et en même temps, c'était comme si c'était hier. Louise était là, à genoux dans la terre, expliquant à Gabriel, alors âgé de 9 ans, comment chaque fleur avait son propre temps pour s'épanouir, comment chaque plante nécessitait des soins différents. Le garçon courait sur la pelouse questionnant tout, souriant avec cette spontanéité que seuls les enfants possèdent. Maintenant, Gabriel avait 12 ans et ne courait plus, ne questionnait plus. Le sourire s'était transformé en un silence profond qui grandissait chaque jour, l'enveloppant comme une cloche de verre invisible. Antoine soupira et passa la main dans ses cheveux grisonnants. À 42 ans, il avait l'impression d'avoir vécu plusieurs vies différentes. La première, heureuse et complète, aux côtés de Louise. La deuxième, dévastatrice, dans les mois qui ont suivi l'accident. Et maintenant cette troisième vie, faite de surveillance constante, de méfiance et d'une peur qu'il ne pouvait nommer mais qui grandissait en lui comme une mauvaise herbe. La sonnette retentit. Antoine regarda l'horloge sur le mur de la salle de surveillance qu'il avait installée dans son bureau. 15 heures, pile. La nouvelle employée. La 5e en 2 ans. Les autres étaient au parti pour diverses raisons. Une parce qu'elle ne supportait pas le silence de Gabriel, une autre parce qu'Antoine avait découvert qu'elle fouillait dans ses affaires personnelles, la troisième parce qu'elle avait simplement disparu du jour au lendemain, emportant quelques objets de valeur. La quatrième, Madame Carmen, avait tenu près de 6 mois, mais avait fini par se lasser de la sensation constante d'être surveillée, parce qu'elle l'était, tout le monde l'était. Antoine descendit les escaliers de marbre, ses pas résonnant dans l'immense maison. Le manoir de Saint-Germain-en-Laye avait été le rêve de Louise. Elle disait toujours qu'elle voulait un endroit où Gabriel pourrait grandir entouré de verdure, loin de l'agitation du centre de Paris. Un endroit où il pourrait être une vraie famille, cruelle ironie du destin. Maintenant, la maison était un palais vide, rempli de caméras et d'alarmes, où 2 personnes vivaient comme des étrangers sous le même toit. Il ouvrit la lourde porte en bois massif et se trouva face à une femme d'environ 35 ans, de taille moyenne, les cheveux châtains attachés en un chignon simple et des yeux sombres qui transmettaient la sérénité. Elle portait des vêtements discrets, un chemisier blanc et une jupe bleu marine, et tenait une petite valise et un sac en cuir marron usé par le temps. « Monsieur Antoine Mercier ?» Sa voix était douce, mais ferme. « Je suis Hélène Martin. Je viens pour l'entretien d'embauche. »« Entrez, » dit-il sèchement en s'écartant. Hélène entra et regarda discrètement autour d'elle. La première chose qu'elle remarqua, ce furent les caméras, petites mais visibles, stratégiquement positionnées dans les coins du hall d'entrée. La deuxième chose fut le silence. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était quelque chose de plus dense, comme si la maison elle-même retenait son souffle. « Venez avec moi, » dit Antoine, la conduisant jusqu'au salon. C'était une pièce élégante, avec des meubles en cuir italien et une cheminée en pierre qui n'avait pas été allumée depuis longtemps. Sur les murs, quelques rares photographies de la famille à des temps plus heureux. Hélène remarqua comment Antoine évitait de les regarder, directement. « Asseyez-vous » indiqua-t-il un fauteuil en face du canapé où il s'installa. Hélène obéit, gardant une posture droite, les mains croisées sur ses genoux.
L'agence a dû vous expliquer le travail. Entretien général de la maison, quelques repas et... Il hésita un instant. Une assistance occasionnelle pour mon fils Gabriel. Oui, monsieur. Je suis consciente que le jeune Gabriel a des besoins spécifiques, dit Hélène, avec naturel. J'ai de l'expérience avec des enfants et des adolescents dans des situations similaires. Antoine l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose en elle qui le dérangeait, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Peut-être était-ce justement le calme qu'elle affichait, ou la façon dont elle parlait de Gabriel, sans ce ton de pitié qu'il détestait tant entendre chez les autres. Ou peut-être était-ce le fait qu'elle ne semblait intimidée ni par la grandeur de la maison, ni par sa propre attitude défensive. « Je veux clarifier certaines choses dès le début, » dit-il en se levant et en marchant vers la fenêtre. « Cette maison a des règles. On ne touche pas aux affaires personnelles des autres. On ne pose pas de questions sur notre vie privée. Et on respecte l'espace de chacun. Gabriel est un garçon délicat. Il a beaucoup souffert ces dernières années et ne réagit pas bien aux changements brusques. « Je comprends parfaitement, monsieur, » répondit Hélène. « Puis-je poser une question sur sa routine ?» Antoine se tourna vers elle, surpris par la question. « Sa routine ?» « Oui, les heures de repas, les activités qu'il aime faire, s'il a un passe-temps particulier, comment il préfère qu'on s'adresse à lui. Ces choses aident à établir un environnement plus harmonieux. » Pendant un instant, Antoine resta silencieux. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait posé des questions sur les goûts de Gabriel, sur ce qui le faisait se sentir bien? Lui-même ne savait pas répondre. Ces derniers mois, la routine du garçon s'était résumée à la kinésithérapie le matin, des cours particuliers l'après-midi avec le professeur Romain et de longues heures devant la fenêtre, toujours en silence. Il aime rester dans sa chambre, regarder par la fenêtre. Le professeur Romain vient 3 fois par semaine pour les cours. La kinésithérapeute, le docteur Marina, vient le matin, lundi, mercredi et vendredi. Parfois il dessine, mais pas beaucoup. Il mange peu, il dort mal. Les mots sortirent de manière mécanique, comme s'il lisait une fiche médicale. Hélène hocha la tête, absorbant chaque information. « Et vous, monsieur? Vous travaillez à l'extérieur ?»« Je travaille de la maison, j'ai une société de conseil en technologie. Je reste dans mon bureau à l'étage la plupart du temps. » Il ne mentionna pas que le bureau était équipé de moniteurs qui couvraient presque toute la maison, ni qu'il passait la majeure partie de sa journée à observer les écrans plutôt qu'à travailler. « Puis-je rencontrer Gabriel ?» La question prit Antoine au dépourvu. « Maintenant ? Si cela vous convient, je crois qu'il est important que nous nous présentions correctement dès le début. » Antoine hésita. Habituellement, il préférait que Gabriel rencontre les employés progressivement, sans pression. Mais il y avait quelque chose dans la manière tranquille dont Hélène avait formulé sa demande qui le fit reconsidérer. « D'accord, mais ne forcez rien. S'il ne veut pas parler, n'insistez pas. » Ils montèrent ensemble le grand escalier de marbre qui menait au 2e étage. Les pas d'Hélène étaient, silencieux, presque imperceptibles sur le sol. Antoine ouvrit doucement la porte de la chambre de Gabriel, comme il le faisait toujours. « Gabriel, il y a quelqu'un ici qui aimerait te rencontrer, » dit-il doucement. Le garçon tourna lentement son fauteuil roulant. Il avait les cheveux châtains de Louise et les yeux sombres de son père, mais il y avait en eux une profondeur de tristesse qui ne devrait pas exister chez un enfant de 12 ans. Il portait un t-shirt bleu clair et un short en jean, et ses pieds nus se balançaient légèrement, un mouvement involontaire qui indiquait toujours sa nervosité. Hélène fit un pas dans la chambre, mais garda une distance respectueuse. « Bonjour Gabriel, je m'appelle Hélène. Je suis venue parler avec ton père pour aider un peu avec la maison. » Gabriel l'observa en silence pendant quelques secondes. Hélène ne força pas un sourire exagéré, ni ne parla avec ce ton infantilisant que beaucoup d'adultes utilisaient avec lui. Elle le salua simplement comme elle aurait salué n'importe qui. « Puis-je te demander ce que tu observes dehors ?» Elle s'approcha un peu plus de la fenêtre, suivant le regard du garçon. Gabriel pointa un arbre dans le jardin. C'était un figuier que Louise avait planté et qui était maintenant chargé de fruits. « Les figues sont mûres, » murmura-t-il, si bas qu'Antoine dut se concentrer pour l'entendre. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas entendu la voix de son fils.
C'est vrai, dit Hélène en observant l'arbre. Ce doit être la saison parfaite pour faire une délicieuse confiture. As-tu déjà goûté de la confiture de figues? Gabriel secoua la tête. Je sais en faire. Si ton père le permet, je pourrais en préparer une pour que tu goûtes. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt brilla dans les yeux de Gabriel. Il regarda son père, comme pour demander la permission de ressentir à nouveau de la curiosité. « Nous verrons », dit Antoine, essayant de garder un ton neutre, mais sentant quelque chose d'étrange s'agiter dans sa poitrine. Quand était-ce la dernière fois que Gabriel avait montré de l'intérêt pour quelque chose? Hélène fit un signe de tête respectueux à Gabriel. « C'était un plaisir de te rencontrer, Gabriel. J'espère que nous pourrons devenir amis. » Ils sortirent de la chambre et redescendirent au salon. Antoine se sentait agité. Il y avait quelque chose de différent chez cette femme, quelque chose qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Elle n'avait pas essayé de forcer une intimité avec Gabriel, n'avait fait aucun commentaire sur son fauteuil roulant, n'avait pas parlé avec pitié ni exagéré sa sympathie. Elle avait simplement été naturelle. « Quand puis-je commencer ?» demanda Hélène en se rasseyant dans le fauteuil. « Vous avez des références ?»« Oui, monsieur. Elles sont toutes dans le dossier que l'agence a dû vous envoyer. J'ai travaillé 2 ans pour la famille Olivier à Saint-Germain-des-Prés, en m'occupant de Madame Constance qui avait la maladie d'Alzheimer. Avant cela, j'ai passé 3 ans avec la famille Barbier dans le Marais, en aidant avec les soins de leurs jumeaux nés prématurément. Et avant cela, elle fit une brève pause. J'ai travaillé comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Luc. « L'hôpital Saint-Luc », répéta Antoine. Le nom lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à se souvenir d'où. « Oui, c'est là que j'ai beaucoup appris sur la patience et sur l'importance de respecter le temps de chaque personne pour guérir, de quelque manière que ce soit. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ces mots qui mit Antoine mal à l'aise. Pas un malaise négatif, mais comme si elle parlait directement à une blessure qu'il portait depuis des années et qu'il feignait d'ignorer. « Le salaire est celui convenu avec l'agence. Vous auriez congé le dimanche et une chambre ici au rez-de-chaussée, au fond de la maison. Les repas sont fournis. J'attends de la ponctualité, de la discrétion et... » Il hésita de nouveau. « De la compréhension pour les particularités de cette famille. Je comprends, monsieur Antoine. Je peux commencer demain si cela vous convient. D'accord, arrivez à 7 heures du matin. Je vous montrerai la chambre et vous expliquerai mieux la routine de la maison. » Hélène se leva, prit sa valise et son sac. « Merci beaucoup pour cette opportunité, monsieur. Je suis certaine que nous nous entendrons bien. » Après son départ, Antoine monta à son bureau et alluma les moniteurs. Il observa Hélène par la caméra extérieure, tandis qu'elle marchait vers l'arrêt de bus au coin de la rue. Il y avait quelque chose dans sa posture, une fermeté sereine qui contrastait avec l'inquiétude qu'il sentait grandir en lui. Ce soir-là, pendant le dîner silencieux avec Gabriel, il remarqua que le garçon regardait par la fenêtre en direction du figuier, plus souvent que d'habitude. Et quand il alla souhaiter bonne nuit à son fils, Gabriel murmura quelque chose qui le prit complètement au dépourvu. « Papa, tu crois qu'elle va vraiment faire la confiture ?» Antoine resta figé sur le seuil de la chambre pendant quelques secondes, essayant de réaliser que Gabriel avait engagé la conversation de sa propre initiative. « Je ne sais. Pas, mon fils. Pourquoi tu demandes? » « Parce que ça fait très longtemps que personne n'a fait quelque chose de doux dans cette maison. » Les mots de Gabriel résonnèrent dans l'esprit d'Antoine toute la nuit. C'était vrai. Depuis la mort de Louise, la maison était devenue un lieu fonctionnel, froid, où les besoins de base étaient satisfaits, mais où il n'y avait plus de place pour les petits plaisirs, pour les douces surprises, pour que la vie se déroule spontanément. En essayant de dormir, Antoine se surprit à penser à la façon dont Hélène avait regardé Gabriel. Sans pitié, sans gêne, mais aussi sans indifférence. Comme si elle le voyait vraiment, pas seulement comme un enfant handicapé ou comme le fils traumatisé d'un homme aigri. Elle l'avait vu comme Gabriel, mais l'expérience lui avait appris à se méfier de tout et de tous. Combien de fois s'était-il laissé abuser par de bonnes premières impressions? Combien de fois l'espoir s'était-il transformé en déception? Non, il ne pouvait pas se permettre de faire confiance à nouveau si facilement. Hélène Martin serait observée, analysée, testée comme tous les autres. Et s'il y avait quoi que ce soit de suspect en elle, le moindre indice d'arrière-pensée,
elle serait renvoyée immédiatement. Ce qu'Antoine ne savait pas, alors qu'il planifiait sa surveillance discrète, c'est qu'Hélène Martin portait dans son petit sac en cuir un secret qui allait tout changer. Un secret qui reliait cette maison, cette famille, et ce moment d'une manière que même elle n'imaginait pas en acceptant le travail par le biais de l'agence. Hélène arriva le lendemain matin à 7 heures précises, comme convenu. Antoine l'observa par la caméra de l'entrée, tandis qu'elle attendait patiemment qu'il ouvre la porte. Elle ne semblait ni anxieuse ni impatiente, juste sereine, comme si elle était habituée à attendre. Quand il ouvrit enfin la porte, elle le salua d'un simple « Bonjour, monsieur Antoine » et entra en portant la même petite valise que la veille. « Je vais d'abord vous montrer votre chambre », dit-il, la conduisant à travers les couloirs jusqu'au fond de la maison. La chambre du personnel était simple mais confortable, avec un lit simple, une petite armoire, un bureau et une fenêtre donnant sur le jardin latéral de la maison. La salle de bain est juste à côté. Vous pouvez organiser vos affaires maintenant, nous parlerons. De la routine plus tard. Hélène déposa la valise sur le lit et regarda autour d'elle. « C'est parfait, monsieur. Merci beaucoup. » Gabriel dort encore. Il ne se réveille généralement pas avant 8h30. La kinésithérapeute arrive à 9h. Vous pouvez commencer par préparer le petit déjeuner. Dans la cuisine, il y a une liste de ses préférences, bien qu'il mange très peu ces derniers temps. Puis-je jeter un œil à ce qu'il y a dans le garde-manger? Parfois, une présentation différente peut ouvrir l'appétit. Antoine la conduisit à la grande cuisine, entièrement équipée d'appareils modernes qui n'étaient plus utilisés à leur pleine capacité depuis des mois. Le réfrigérateur était organisé avec des articles de base et le garde-manger contenait des produits pratiques et peu variés. Hélène ouvrit quelques placards discrètement, observant ce qui était disponible. « M'autorisez-vous à faire quelques courses complémentaires? Rien d'exagéré, juste quelques ingrédients qui pourraient rendre les repas plus attrayants. Faites une liste, j'autoriserai les achats. » Antoine se retira dans son bureau mais laissa la porte entr'ouverte. De là, il pouvait observer Hélène à travers l'une des caméras installées dans la cuisine. Il la vit se déplacer dans la cuisine avec familiarité, mais sans rien envahir ou réorganiser de manière drastique. Elle observait simplement, touchait les ustensiles avec soin, ouvrait et fermait les placards comme si elle mémorisait où se trouvait chaque chose. Il y avait quelque chose de presque révérencieux dans sa façon de manipuler les objets de la maison. À 8h40, Hélène monta discrètement à la chambre de Gabriel et frappa légèrement à la porte. « Gabriel, c'est Hélène. Je peux entrer ?» « Oui », vint la petite réponse de l'intérieur de la chambre. Elle ouvrit la porte et trouva le garçon déjà réveillé, assis sur son lit regardant par la fenêtre. Il n'avait pas encore tenté de se transférer dans son fauteuil roulant. « Bonjour, tu as bien dormi ?» Gabriel haussa les épaules, un geste qui était devenu sa réponse standard à presque tout. « Je prépare le petit déjeuner. As-tu une préférence particulière pour aujourd'hui ?»« Peu importe, » murmura-t-il. Hélène s'approcha de la fenêtre et regarda dans la même direction que Gabriel. « Le figuier est encore plus chargé aujourd'hui. Je pense que si nous ne les cueillons, pas bientôt, les oiseaux vont tout dévorer. » Gabriel la regarda avec un intérêt discret. « Tu sais vraiment faire de la confiture ?»« Oui, ma grand-mère m'a appris quand j'étais petite. Elle disait que chaque fruit a son secret pour devenir une confiture parfaite. La figue est spéciale parce qu'elle est sucrée, mais elle a une petite acidité qui équilibre tout. » « Et quel est le secret de la figue ?» Hélène sourit. C'était la première question que Gabriel posait par curiosité sincère, pas seulement par politesse. Le secret, c'est de ne pas se presser. La figue a besoin de temps pour libérer toute sa saveur. Et elle a besoin d'amour. Ma grand-mère disait toujours que celui qui fait de la confiture en étant fâché fait de la confiture amère. Gabriel faillit sourire. Faillit. Tu veux m'aider à choisir les meilleurs fruits après le petit déjeuner? Tu connais cet arbre mieux que moi. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Gabriel montra ses jambes. Pas de problème. Tu peux me guider d'ici. Je cueille et tu me dis si je prends les bonnes. Qu'en penses-tu? Gabriel hocha la tête. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine le vit manifester quelque chose qui ressemblait à de l'attente. Hélène aida Gabriel à se transférer dans son fauteuil roulant, un processus qu'elle mena avec naturel et efficacité, sans que cela paraisse une tâche compliquée.
Ils descendirent ensemble à la cuisine où elle avait préparé un petit déjeuner simple mais présenté différemment de d'habitude. Au lieu de l'assiette habituelle, elle avait utilisé un plat coloré qu'elle avait trouvé dans un placard et qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps. La baguette était chaude et coupée en tranches, la confiture, de fraises disposée dans un petit pot en verre avec une petite cuillère et le jus d'orange servi dans un grand verre avec quelques gouttes de citron. « C'est différent », commenta Gabriel en observant la table. « Parfois, on mange plus quand la nourriture a l'air spéciale, n'est-ce pas ?» Gabriel mangea plus ce matin-là qu'il n'avait mangé à n'importe quel petit déjeuner ces dernières semaines. Antoine observait tout depuis ses moniteurs, essayant de comprendre comment des changements si simples pouvaient avoir un impact si grand. Lorsque la kinésithérapeute Marina arriva, Hélène se présenta poliment et demanda s'il y avait quelque chose de spécifique qu'elle pouvait faire pour soutenir le travail de rééducation. Marina, une femme expérimentée d'une 50aine d'années, fut surprise par la question. En général, les aides à domicile ne s'intéressent pas beaucoup à la kinésithérapie, commenta-t-elle plus tard pendant la séance avec Gabriel. Chaque professionnel a son importance dans la guérison, répondit Hélène. J'aimerais mieux comprendre pour pouvoir compléter votre travail. Marina expliqua brièvement les exercices que Gabriel faisait et mentionna que l'une des difficultés était de garder le garçon motivé. Il est très intelligent, mais il est découragé. Parfois, on dirait qu'il ne veut même pas aller mieux. Peut-être qu'il a juste besoin d'une raison de le vouloir, dit Hélène, en observant Gabriel s'efforcer dans un exercice de renforcement des muscles du tronc. Pendant le déjeuner, Hélène suggéra de manger sur la terrasse arrière, d'où l'on pouvait voir le figuier sous un angle différent. Gabriel accepta, et pour la première fois depuis des mois, il quitta sa chambre pour prendre un repas dans un autre environnement. D'ici, on voit mieux quelles branches ont le plus de fruits, dit Gabriel, en montrant différentes parties. De l'arbre? C'est vrai, tu as un très bon œil pour ça. Tu as dû hériter ça de quelqu'un. Gabriel resta silencieux un moment. Ma mère s'y connaissait beaucoup en plantes. C'est elle qui a planté cet arbre. C'était la première fois qu'il mentionnait Louise spontanément en présence de quelqu'un d'autre que son père. Elle a dû très bien choisir l'endroit. Regarde comme l'arbre est fort et plein de fruits. Cela montre qu'il a été planté avec beaucoup d'amour. Elle disait que les plantes sentent quand on s'occupe d'elles avec amour, continua Gabriel comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain, mais précieux. Ta mère était sage. Les plantes le sentent vraiment. Et les gens aussi. Gabriel regarda Hélène avec une expression qu'elle ne put déchiffrer complètement. Il y avait de la curiosité, mais aussi une tristesse profonde, comme s'il voulait croire ce qu'elle disait, mais avait peur de se permettre de ressentir à nouveau de l'espoir. Après le déjeuner, ils allèrent dans le jardin. Hélène prit une petite échelle qu'elle trouva dans la remise au fond du jardin et, suivant les instructions de Gabriel depuis la terrasse, commença à cueillir les figues. Le garçon s'animait à chaque fruit qu'elle choisissait correctement et rit même lorsqu'elle glissa légèrement de l'échelle sans se blesser. « Ça va ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. « Ça va très bien. Mais je pense que tes instructions sont meilleures que mon habileté sur les échelles, » rit Hélène. Antoine observait la scène depuis son bureau, ressentant un mélange d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Il n'avait pas entendu Gabriel rire depuis des mois. Il ne l'avait pas vu s'intéresser à quoi que ce soit depuis des mois. Mais il était là, engagé, participatif, presque heureux. L'après-midi, tandis qu'Hélène préparait les figues pour faire la confiture, Gabriel resta dans la cuisine, observant chaque étape du processus. Elle expliquait ce qu'elle faisait, pourquoi elle le faisait, et lui demandait son avis sur de petits détails. « Est-ce que je mets cette quantité de sucre ou penses-tu que ça peut être un peu moins ?»« Je pense moins. Ma mère disait toujours qu'un bon fruit n'a pas besoin de beaucoup de sucre. » Ta mère avait tout à fait raison. Pendant que la confiture cuisait lentement à feu doux, Hélène et Gabriel parlèrent d'autres. Recettes, des plantes du jardin, des livres qu'il aimait lire. Antoine réalisa que c'était la plus longue conversation que son fils avait eue avec quiconque depuis l'accident. Lorsque le professeur Romain arriva pour le cours de l'après-midi, Gabriel était visiblement plus enjoué. Le cours, qui était généralement une lutte pour maintenir son attention, se déroula de manière étonnamment productive. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Gabriel est différent aujourd'hui », commenta Romain à Hélène à la fin du cours. « Plus présent, plus participatif. »
Parfois, il suffit d'une petite chose pour nous rappeler que « la vie peut avoir de bonnes saveurs », répondit-elle, en remuant la confiture qui était juste à point. En fin d'après-midi, Hélène servit la confiture encore tiède avec de la baguette fraîche à Gabriel pour qu'il la goûte. Le garçon goûta avec prudence au début, puis afficha un sourire sincère. « C'est délicieux. Ça a vraiment un goût différent. Tu veux en offrir un peu à ton père? Je suis sûr qu'il aimerait. » Gabriel hésita. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas pris l'initiative d'interagir avec Antoine au-delà du nécessaire. Mais quelque chose, cet après-midi-là, avait éveillé en lui une envie de partager. « Papa !» cria-t-il depuis la cuisine. « Tu peux venir ?» Antoine descendit les escaliers rapidement, inquiet. « Qu'y a-t-il, Gabriel ?»« Je veux que tu goûtes la confiture qu'Hélène et moi avons faite. » Antoine regarda le pot de confiture, le visage animé de Gabriel, Hélène qui observait discrètement l'interaction. Il prit une cuillère, goûta la confiture et sentit, au-delà de la saveur douce et équilibrée, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le goût d'une maison où la vie se déroulait. « C'est excellent, » dit-il. Et c'était vrai. « Vous avez fait un excellent travail. » Gabriel rayonnait de fierté. « Hélène a dit que j'ai un bon œil pour choisir les fruits. C'est pour ça qu'elle est si bonne. » Cette nuit-là, après que Gabriel se soit couché, Antoine resta seul dans le salon observant le pot de confiture sur la table. Une chose si simple, mais qui avait transformé toute la journée dans la maison. Il y avait eu des rires, des conversations, de la vie. Mais plus il y pensait, plus sa méfiance grandissait. Comment quelqu'un pouvait-il être si parfait, si naturellement doué avec Gabriel, si capable d'éveiller en lui des sentiments et des réactions que même les meilleurs professionnels n'avaient pas réussi à obtenir? Il y avait quelque chose qui ne collait pas, et Antoine était déterminé à découvrir ce que c'était. Il monta à son bureau et alluma les moniteurs, revoyant les enregistrements de la journée. Il observa Hélène attentivement dans chaque scène, cherchant un détail qui révélerait ses véritables intentions. Il la vit ranger ses vêtements dans sa chambre, toujours de manière méticuleuse et respectueuse. Il la vit dans la cuisine, travaillant avec efficacité mais sans hâte. Il la vit avec Gabriel, patiente, douce, sincèrement intéressée par ce qu'il avait à dire. Il n'y avait rien de suspect, et c'était exactement ce qui le rendait plus méfiant. Antoine ouvrit son ordinateur portable et tapa son nom complet dans Google. Hélène Martin était un nom commun qui retournait des milliers de résultats. Il essaya d'affiner la recherche en ajoutant « Paris, hôpital Saint-Luc, aide à domicile ». Quelques profils sur les réseaux sociaux apparurent, mais aucun ne correspondait clairement à la femme qui dormait dans la chambre du fond de sa maison. Il prit le téléphone et appela l'agence de placement. « Bonsoir, c'est Antoine Mercier. J'aimerais confirmer quelques informations sur Hélène Martin que vous m'avez recommandée pour travailler chez moi. » « Bien sûr, monsieur Mercier. Y a-t-il un problème ?»« Pas vraiment un problème. Je voudrais juste vérifier ses références plus en détail, surtout concernant son travail à l'hôpital Saint-Luc. Un instant, s'il vous plaît. » Antoine attendit, tapotant des doigts sur le bureau, observant par la caméra Hélène qui dormait paisiblement dans sa chambre. « Monsieur Mercier, nous avons vérifié ici et toutes les informations sont correctes. Elle a travaillé comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Luc pendant 4 ans, partant en 2022. Les références des familles précédentes sont également excellentes. Puis-je vous demander s'il y a une préoccupation spécifique ? » « Non, merci, je voulais juste confirmer. » Antoine raccrocha, mais le sentiment de malaise persistait. Ce n'était pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Hélène, c'est qu'il y avait quelque chose de trop parfait. Et après 3 ans à vivre dans une surveillance et une suspicion constante, il avait perdu la capacité de croire que de bonnes choses pouvaient simplement arriver. Mais pendant qu'il ruminait ses soupçons dans son bureau, Gabriel dormait paisiblement dans sa chambre pour la première fois depuis des semaines, rêvant de figues et de confitures, de conversations et de rires, de la possibilité que la vie puisse encore réserver de douces surprises. Et dans la chambre du fond, Hélène Martin dormait aussi, mais pas avant d'avoir écrit quelques lignes dans un petit journal qu'elle portait toujours sur elle. Des mots qui, si Antoine les lisait, changeraient tout. Des mots sur des promesses faites dans les nuits sombres d'un hôpital, sur des engagements, pris envers des personnes parties trop tôt, sur la sensation étrange d'être enfin à l'endroit où elle avait toujours su qu'elle devait être. Mais pour l'instant, ces mots restaient gardés,
attendant le bon moment pour être révélé. Les jours suivants se déroulèrent avec une normalité qu'Antoine n'avait pas connue depuis des années. Gabriel se réveillait plus tôt, mangeait mieux, participait aux cours avec plus d'intérêt et avait même recommencé à dessiner. Hélène lui avait suggéré de tenir un carnet d'observation du figuier, enregistrant les changements de l'arbre jour après jour. C'était un projet simple, mais qui avait donné au garçon un but, quelque chose à regarder chaque matin. Antoine observait tout depuis ses moniteurs, documentant chaque interaction, chaque changement dans le comportement de son fils. D'un côté, il se sentait soulagé de voir Gabriel redevenir un enfant. De l'autre, une inquiétude croissante le gagnait. Comment quelqu'un pouvait-il arriver et en moins d'une semaine réussir ce que des médecins, des psychologues et des thérapeutes n'avaient pas réussi en des années? C'était un jeudi quand Hélène suggéra quelque chose qui surprit autant Gabriel qu'Antoine. « Gabriel, as-tu déjà pensé à sortir un peu de la maison, faire un tour dans le quartier ?» Le garçon arrêta de dessiner et la regarda avec un mélange d'intérêt et de peur. « Sortir ? Rien de très loin. Juste une promenade dans la rue, peut-être jusqu'à la place que j'ai vue près d'ici. Qu'en penses-tu » Gabriel regarda automatiquement la caméra dans le coin de la chambre, comme s'il demandait silencieusement la permission à son père. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'était pas sorti de la maison pour autre chose que des rendez-vous médicaux. « Je ne sais pas si mon père me laissera. »« On lui demande ?» Dans son bureau, Antoine sentit son cœur s'accélérer. Sortir de la maison signifiait quitter la zone contrôlée, loin des caméras, loin de sa surveillance constante. Cela signifiait faire confiance à Hélène, avec le bien le plus précieux qui lui restait. Quelques minutes plus tard, Hélène frappa à la porte du bureau. « Monsieur Antoine, puis-je vous parler ?» Il la reçut en essayant de paraître calme. « Bien sûr, qu'y a-t-il » ? « J'ai parlé avec Gabriel de la possibilité de faire de petites promenades dans le quartier. Je pense que ce serait bénéfique pour lui d'avoir un peu plus de contact avec le monde extérieur. Mais bien sûr seulement avec votre autorisation. » Antoine resta silencieux pendant quelques secondes, traitant la demande. Gabriel n'est pas sorti de la maison depuis longtemps. Il se sent en insécurité dans les lieux publics. Je comprends parfaitement. Nous pouvons commencer très doucement. Juste jusqu'au trottoir d'en face aujourd'hui, demain peut-être jusqu'au coin de la rue, et augmenter progressivement la distance, toujours en respectant son rythme. Et si quelque chose arrive, s'il se sent mal, si... Hélène l'interrompit gentiment. « Monsieur Antoine, puis-je poser une question ? Avez-vous peur qu'il arrive quelque chose à Gabriel, ou avez-vous peur de le perdre de vue ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing. Il resta sans réponse un moment, car il savait qu'elle avait touché le cœur du problème. Il ne s'agissait pas seulement de la sécurité de Gabriel, il s'agissait de sa propre peur paralysante de ne pas avoir le contrôle sur chaque seconde de la vie de son fils. « Je dois savoir où il est, tout le temps. Et si je prenais mon téléphone portable et que je vous appelais toutes les 5 minutes, ou si nous allions seulement jusqu'où vous pouvez nous voir de la fenêtre. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui désarmait ses défenses. Ce n'était ni de la condescendance ni de la pression. C'était une compréhension sincère de ses peurs, combinée à une douce fermeté sur ce qui était le mieux pour Gabriel. « D'accord, céda-t-il finalement. Mais seulement jusqu'où je peux vous voir de la fenêtre du salon. Parfait. Merci, monsieur Antoine. » Quand Hélène annonça à Gabriel que son père avait autorisé la promenade, le visage du garçon s'illumina d'une manière qu'Antoine n'avait pas vue depuis des années. Ils descendirent ensemble dans le jardin de devant, Gabriel dans son fauteuil roulant et Hélène marchant à côté, le poussant lentement sur le chemin de pierre. De la fenêtre du salon, Antoine les observait, les mains moites, le cœur battant la chamade. Les voir dehors, même à seulement 20 mètres de la porte de la maison, éveillait en lui une panique qu'il luttait pour contrôler. Mais en même temps, observer le visage radieux de Gabriel, entendre sa voix animée parler avec Hélène des plantes du jardin voisin, des voitures qui passaient, du chien qui aboya amicalement vers eux, fit bouger quelque chose dans sa poitrine. Ils ne restèrent dehors que 15 minutes, mais à leur retour, Gabriel était transformé. Il y avait de la couleur sur ses joues, de l'éclat dans ses yeux, de l'énergie dans sa voix. « Papa, tu as vu combien de marronniers il y a dans notre rue ? Hélène a dit qu'ils vont bientôt fleurir, et monsieur Joachim de la Maison Bleue m'a fait signe de la fenêtre.
Antoine ne savait pas que le voisin se souvenait de Gabriel, ni qu'il l'observait avec affection de cette fenêtre. Il y avait tant du monde qu'il avait perdu en s'enfermant, lui et son fils, à l'intérieur de la maison. Cette nuit-là, après que Gabriel se soit endormi en parlant avec enthousiasme de la promenade du lendemain, Antoine décida qu'il devait enquêter plus profondément sur Hélène. Il y avait quelque chose en elle qui ne collait pas, et il devait découvrir ce que c'était. Il attendit d'être sûr qu'elle dormait et descendit silencieusement jusqu'à la chambre du fond. La porte n'était pas verrouillée. Un autre indice qu'elle n'avait rien à cacher ou qu'elle était trop intelligente pour éveiller les soupçons. La chambre était méticuleusement rangée, les vêtements pliés avec précision dans l'armoire, une petite étagère improvisée avec quelques livres, un verre d'eau sur la table de chevet. Tout était très simple, très normal. Antoine ouvrit le tiroir du bureau. À l'intérieur, quelques papiers personnels, des documents, un carnet de vaccination. Rien de suspect. Il ouvrit l'armoire et examina les poches des vêtements. Rien non plus. Il était sur le point d'abandonner quand il remarqua le sac en cuir marron accroché au dossier de la chaise. C'était le même sac qu'elle portait à son arrivée. Il hésita un instant. Fouiller dans les affaires personnelles de quelqu'un était une violation qu'il savait être mal. Mais la peur était plus forte que la conscience morale. Il ouvrit le sac avec précaution. À l'intérieur, les objets habituels. Un portefeuille, des clés, quelques médicaments de base, un peigne, une petite Bible. Et au fond, une petite boîte en bois, de la taille de la paume de la main. Antoine la prit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait un médaillon doré et un morceau de papier soigneusement plié. Il prit d'abord le médaillon. Il était délicat, ancien, et à l'intérieur se trouvait une petite photo. Sa respiration s'arrêta. C'était une photo d'Hélène, mais beaucoup plus jeune, peut-être 10 ans de moins. Et à côté d'elle, souriante, se trouvait Louise. Les mains d'Antoine tremblèrent lorsqu'il déplia le papier. L'écriture était sans équivoque celle de Louise, malgré la graphie tremblante qui indiquait qu'elle avait été écrite dans des conditions difficiles. « Hélène, merci d'être restée avec moi pendant la nuit la plus difficile de ma vie. Je sais que tu ne me connaissais pas, mais ta présence m'a donné la force de tenir jusqu'à la fin. Si un jour je ne suis plus là, et que tu trouves mon Gabriel, s'il te plaît, prends soin de lui comme tu as pris soin de moi. Il est tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Promis ? Louise Mercier, Hôpital Saint-Luc, 15 mars 2022. » Antoine s'assit lourdement sur la chaise, le papier tremblant dans ses mains. Le 15 mars 2022. La nuit de l'accident. La nuit où Louise est morte après 3 jours de coma à l'hôpital Saint-Luc. La nuit où il n'avait pas pu arriver à temps parce qu'il s'occupait de Gabriel, qui était également hospitalisé, mais à un autre étage. Louise était morte seule. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais elle n'était pas seule. Hélène était là. Les souvenirs revinrent comme une avalanche. Il se souvenait d'avoir demandé au médecin si quelqu'un avait été avec Louise dans ses derniers moments. Une infirmière avait brièvement mentionné que oui, une aide-soignante était restée avec elle. Mais dans la confusion et la douleur du moment, il n'avait pas pensé à demander son nom ou à chercher cette personne pour la remercier. Hélène connaissait Louise. Elle avait été avec sa femme dans ses derniers moments. Elle avait fait une promesse et maintenant elle était là, accomplissant cette promesse. Antoine remit tout dans la petite boîte, ferma le sac et sortit de la chambre comme un somnambule. Il monta dans sa propre chambre et resta assis sur le lit, essayant de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Hélène n'était pas une employée ordinaire arrivée par hasard dans sa vie. Elle était venue dans un but précis, pour tenir une promesse faite à une femme mourante, pour prendre soin de Gabriel. Mais pourquoi n'avait-elle pas dit la vérité dès le début? Pourquoi avait-elle caché son lien avec Louise? Et plus important encore, que savait-elle d'autre sur cette nuit qu'il ignorait? Pendant le reste de la nuit, Antoine ne put dormir. Il revoyait mentalement chaque interaction qu'il avait eue avec Hélène, chaque moment qu'elle avait passé avec Gabriel, chaque mot qu'elle avait prononcé. Maintenant, tout semblait différent, chargé d'une signification qu'il n'avait pas perçue auparavant. Le lendemain matin, Hélène apparut dans la cuisine à l'heure habituelle, prépara le petit déjeuner comme toujours, salua Gabriel avec la même affection que d'habitude. Mais Antoine l'observait avec d'autres yeux, cherchant des signes de la vérité qu'il connaissait maintenant.
Pendant le petit déjeuner, Gabriel raconta avec enthousiasme le rêve qu'il avait fait de marronnier en fleurs, et Hélène l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions, riant de ses descriptions créatives. Antoine remarqua la façon dont elle le regardait. Ce n'était pas seulement de l'affection professionnelle. Il y avait quelque chose de plus profond, là, presque maternel. « Gabriel, » dit Hélène quand ils eurent fini de manger, « et si aujourd'hui nous allions jusqu'au coin de la rue? Ton père a dit que nous pouvions aller un peu plus loin. Vraiment ?» Gabriel regarda son père avec attente. Antoine hocha la tête, essayant toujours d'organiser ses pensées. Mais son téléphone doit toujours être allumé. « Bien sûr, papa. » Pendant qu'Hélène aidait Gabriel à se préparer pour la promenade, Antoine monta au bureau et prit le téléphone. Il composa le numéro de l'hôpital Saint-Luc. « J'aimerais parler à quelqu'un qui pourrait me donner des informations sur les employés qui ont travaillé ici entre 2018 et 2022, dit-il lorsqu'on lui répondit. Après avoir été transféré plusieurs fois, il réussit à parler à la responsable des ressources humaines. « Hélène Martin, laissez-moi vérifier. Oui, elle a travaillé ici comme aide-soignante, employée exemplaire, très appréciée des patients et de leurs familles. Elle est partie en 2022 pour des raisons personnelles. Puis-je demander la raison de votre intérêt? Elle travaille chez moi maintenant. Je voulais juste confirmer les références. Vous pouvez être tranquille. Hélène est l'une des personnes les plus dévouées qui ait jamais travaillé ici. Elle allait toujours au-delà de ce qui était attendu pour s'assurer que les patients se sentent accueillis, surtout ceux qui n'avaient pas de famille à proximité. » Antoine raccrocha avec plus de questions que de réponses. Hélène était réelle, son histoire était vraie, son dévouement était sincère. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi elle n'avait pas parlé de son lien avec Louise. Il observa par la fenêtre Hélène et Gabriel sur le trottoir, discutant joyeusement avec Madame Marie de la boulangerie, qui était sortie spécialement pour saluer Gabriel. Le garçon riait, gesticulait, semblait être un garçon normal passant une matinée normale dans un monde normal. Quand ils revinrent de la promenade, Gabriel était radieux. « Papa, madame. Marie a dit qu'elle me voyait toujours par la fenêtre et qu'elle s'inquiétait pour moi. Et monsieur Joachim est descendu pour nous parler. Il a dit qu'il pouvait m'apprendre à jouer aux dames, si je voulais. » Antoine observa Hélène pendant le récit de Gabriel. Elle souriait, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas exactement de la tristesse, mais une mélancolie profonde, comme si elle vivait quelque chose qui était à la fois merveilleux et douloureux. L'après-midi, alors que Gabriel avait son cours avec le professeur Romain, Antoine descendit à la cuisine où Hélène préparait le déjeuner. « Hélène, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, monsieur Antoine. Avez-vous déjà travaillé dans des hôpitaux avant de commencer comme aide à domicile ?» Hélène arrêta de remuer la nourriture et le regarda directement. « Oui, j'ai travaillé comme aide-soignante pendant plusieurs années. »« Dans quel hôpital ?»« À Saint-Luc. Pourquoi cette question ?»« Simple curiosité. Ça a dû être un travail difficile. Ça l'était, mais aussi très gratifiant. Il y a des moments dans la vie des gens où ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. L'hôpital est l'un de ces endroits. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé ces mots qui confirma à Antoine qu'elle savait exactement de quoi elle parlait. Et plus encore, qu'elle avait été là, à cet endroit, à ce moment crucial de sa vie. « Hélène, » dit-il, la voix légèrement tremblante, « y a-t-il quelque chose que vous aimeriez me dire sur la façon dont vous avez eu connaissance du poste ici ?» Hélène l'observa un long moment, comme si elle évaluait si c'était le bon moment pour la vérité. « Monsieur Antoine, » dit-elle finalement, « il y a des choses qui se passent dans nos vies que nous ne pouvons pas expliquer logiquement. Parfois, nous sommes guidés là où nous devons être, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Cela ne répond pas à ma question. Non, en effet, mais c'est peut-être la seule réponse que je puisse donner pour l'instant. » Antoine sentit une frustration croissante, mais avant qu'il ne puisse insister, Gabriel cria du salon. « Hélène, Hélène, viens voir le dessin que j'ai fait de notre promenade. » Elle sourit à Antoine, une expression qui mêlait excuse et détermination, et alla rejoindre Gabriel. Cette nuit-là, Antoine prit une décision. Le lendemain, il confronterait Hélène directement au sujet du médaillon, de la promesse de Louise. Il avait besoin de toute la vérité, même si cela signifiait la perdre. Car, réalisa-t-il avec un pincement au cœur,
L'idée de perdre Hélène maintenant était presque aussi effrayante que l'idée de la perdre avant était indifférente. Gabriel s'était attaché à elle, et s'il était honnête avec lui-même, lui aussi. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne put prendre son petit déjeuner, ne put feindre la normalité. Quand Hélène apparut dans la cuisine pour préparer le café de Gabriel, il l'intercepta. « Nous devons parler », dit-il sans détour. « Maintenant. » Hélène le regarda et comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait une intensité dans son regard qui n'était pas là la veille, une urgence qu'elle reconnut comme celle de quelqu'un qui avait découvert quelque chose d'important. « Gabriel dort encore », dit-elle calmement. « Nous pouvons parler dans le salon. » Ils se dirigèrent vers le salon en silence. Antoine ferma la porte derrière lui et se tourna vers Hélène, qui restait debout, les mains croisées devant elle, attendant. « Je sais, » dit-il simplement. « Vous savez quoi, monsieur Antoine ? Je sais pour Louise, je sais pour l'hôpital, je sais pour la promesse. » Le visage d'Hélène ne montra aucune surprise, seulement une résignation tranquille, comme si elle attendait ce moment depuis son arrivée. « Comment avez-vous découvert ? Est-ce que ça a de l'importance ?» Sa voix était chargée d'une émotion contenue. « Ce qui importe, c'est que vous m'avez menti, que vous êtes ici sous un faux prétexte, que vous avez envahi ma maison, la vie de mon fils, sur la base d'une promesse que je n'ai jamais demandé qu'on fasse. » Hélène resta calme face à son explosion. « Vous avez le droit d'être en colère. » Le droit d'être en colère. Antoine rit, mais c'était un rire amer. Vous avez joué avec les sentiments d'un enfant traumatisé. Vous avez fait en sorte que Gabriel s'attache à vous sans avoir la décence de dire la vérité. Et maintenant vous voulez parler de mes droits. Gabriel ne connaît pas la promesse, dit Hélène doucement, et tout ce qu'il ressent pour moi est sincère, non basé sur un mensonge. Mais c'est basé sur une imposture. Vous n'êtes pas ici parce que vous vous souciez de nous. Vous êtes ici par culpabilité, pour une promesse faite à une femme morte. Vous vous trompez. La fermeté dans sa voix le prit au dépourvu. Comment ça, je me trompe? Hélène se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin où Gabriel et elle avaient cueilli des figues quelques jours plus tôt. Quand elle parla, sa voix était chargée d'une émotion qu'elle avait gardée jusqu'alors. « Je ne connaissais pas votre femme avant cette nuit-là, monsieur Antoine. Elle est arrivée à l'hôpital dans un état très grave et j'étais de garde aux urgences. Quand on m'a assigné pour l'accompagner pendant la nuit, j'ai pensé que ce serait une autre garde difficile, une autre famille brisée dont je serais témoin. » Elle se tourna pour lui faire face. « Mais votre femme était spéciale. Même au milieu de la douleur, même en sachant qu'elle allait mourir, elle ne parlait que de vous deux. De l'intelligence de Gabriel, de son amour pour les plantes du jardin, de la façon dont vous étiez devenu un père merveilleux malgré la perte de vos propres parents très jeunes. » Antoine sentit sa poitrine se serrer. Louise connaissait vraiment ses secrets les plus profonds, ses insécurités sur le fait d'être un bon père. Elle m'a parlé du figuier qu'elle avait planté pour Gabriel, de son désir qu'il grandisse en contact avec la nature, des rêves qu'elle avait pour votre avenir. Hélène fit une pause, les yeux humides, et puis elle m'a demandé de prier avec elle. Pas parce qu'elle était très religieuse, mais parce qu'elle avait peur. Peur de vous laisser seule, peur que Gabriel ne surmonte pas l'accident, peur que vous vous perdiez dans la douleur. Elle a dit ça? Oui. Et elle m'a fait promettre que, si un jour je le pouvais, j'essaierais d'aider. Pas par obligation, mais parce qu'elle avait touché mon cœur d'une manière inattendue. Parce que cette nuit-là, en m'occupant d'elle, j'ai senti que je prenais soin d'une amie chère, même si je venais de la rencontrer. Hélène se rapprocha de lui. « Je ne suis pas venu ici par culpabilité, monsieur Antoine. Je suis venu parce que je voulais tenir la promesse que j'ai faite à une femme extraordinaire. Et parce que, quand j'ai appris par l'agence qu'il y avait un poste dans la maison d'une famille Mercier à Saint-Germain-en-Laye, avec un garçon de 12 ans qui avait subi un traumatisme, mon cœur s'est emballé. Je savais que je devais essayer. » Antoine s'assit lourdement sur le canapé. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça dès le début ? » « Parce que vous m'auriez renvoyé immédiatement. » Elle s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Vous ne faites confiance à personne, et à juste titre. Vous avez perdu la personne la plus importante de votre vie, et vous avez failli perdre votre fils. Si j'étais arrivé en disant que je connaissais Louise, que j'étais avec elle quand elle est morte,
Vous auriez pensé que j'étais une opportuniste cherchant à profiter de la situation. Elle avait raison, et Antoine le savait. Si Hélène avait dit la vérité le premier jour, il ne l'aurait jamais laissé entrer. Mais j'ai seulement menti sur la façon dont j'ai connu le poste, continua Hélène. Tout le reste était vrai. Mon affection pour Gabriel est réelle. Ma volonté de le voir aller bien est sincère. Ce que je ressens pour cette famille n'a rien à voir avec une obligation. Ce que vous ressentez pour cette famille? La question sortit plus vulnérable qu'Antoine ne l'avait prévu. Hélène le regarda droit dans les yeux. Je sens que j'ai enfin trouvé ma place, que vous deux avez comblé un vide dans ma vie que je ne savais même pas exister. Gabriel m'a appris que je pouvais encore faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et vous... Elle hésita. Vous m'avez montré qu'il y a encore de l'espoir pour les cœurs brisés. Antoine resta silencieux un long moment, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Racontez-moi cette nuit. Tout. J'ai besoin de savoir. Hélène prit une profonde inspiration. Votre femme est arrivée à l'hôpital vers 22 heures. Les médecins ont tout fait, mais les blessures étaient trop graves. Vers minuit, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire médicalement, que c'était une question de temps. Ils ont demandé si elle avait de la famille, et j'ai dit que son mari était à l'hôpital avec leur fils, qui avait aussi été blessé dans l'accident. Vous saviez que j'étais là? Je le savais, et je savais que vous traversiez un moment impossible, devant choisir entre rester avec elle ou avec Gabriel. Alors j'ai décidé de rester. Je ne pouvais pas la laisser mourir seule. Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Antoine. Il se souvenait de cette nuit terrible, des médecins disant que l'état de Gabriel s'était stabilisé, mais qu'il nécessitait une surveillance constante, d'avoir dû choisir entre les deux amours de sa vie. Louise s'est réveillée vers 2 heures du matin, continua Hélène. Elle était lucide mais faible. Elle a demandé de vos nouvelles, et j'ai dit que vous alliez bien, que Gabriel allait se rétablir. Elle a souri et a dit qu'elle savait que je mentais sur son état, mais qu'elle me remerciait d'essayer de l'épargner. Elle a dit qu'elle s'était toujours sue forte, mais qu'à ce moment-là, elle avait peur. De quoi avait-elle peur? De partir sans être sûre que vous iriez bien. Elle a dit que vous étiez un homme bon, mais que vous aviez tendance à vous renfermer quand vous souffriez. Elle avait peur que vous vous isoliez du monde et que vous emmeniez Gabriel avec vous. C'est là qu'elle m'a demandé de promettre de prendre soin de vous, si jamais j'en avais l'occasion. Hélène essuya ses propres larmes. Nous avons passé les dernières heures à parler de vous. Elle m'a décrit chaque recoin de cette maison, chaque plante du jardin, chaque particularité de Gabriel. Elle m'a raconté comment vous étiez nerveux quand Gabriel grimpait trop haut dans le figuier, comment vous étiez fier quand Gabriel posait des questions intelligentes sur les livres que vous lisiez ensemble. Elle m'a dit que vous aviez l'habitude de faire des pique-niques sur la terrasse les dimanches matins. Antoine sanglota. Il faisait vraiment des pique-niques sur la terrasse. C'était une tradition qui s'était complètement perdue après l'accident. Vers 5 heures du matin, elle m'a demandé de lui tenir la main. Elle a dit qu'elle ne supportait plus la douleur, mais qu'elle se sentait en paix en sachant que quelqu'un était là. Elle est morte quelques heures plus tard dans son sommeil. Elle n'a pas souffert, et elle n'était pas seule. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, absorbant le poids de cette révélation. Antoine pleurait ouvertement, ressentant un mélange de gratitude et de douleur qu'il ne savait pas possible d'éprouver simultanément. « Merci, dit-il finalement. Merci d'avoir été avec elle. Merci de ne pas l'avoir laissée mourir seule. Je porte cette culpabilité depuis 3 ans. Vous n'étiez en rien coupable. Vous étiez là où vous deviez être, en prenant soin de votre fils. Louise le savait et ne vous en voulait pas. Elle voulait juste être sûre que vous iriez bien. Et maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Hélène se leva. Maintenant, c'est à vous de décider. Si vous voulez que je parte, je comprends. J'ai tenu ma promesse. Gabriel va bien, il recommence à vivre. Vous aussi. Mon travail ici peut être terminé. Vous voulez partir? Non. La réponse fut immédiate et sincère. Je ne veux pas, mais je comprends si vous ne pouvez pas me voir ici. En sachant tout cela, je comprends si c'est trop douloureux. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir Gabriel se réveiller, s'étirer dans son lit, se préparant probablement pour une autre journée pleine de découvertes et de sourires.
Une journée qui n'était possible que grâce à la femme qui se tenait là, dans le salon avec lui. « Savez-vous ce qui est le plus ironique ?» dit-il, sans se retourner. « J'ai passé 3 ans à avoir peur de faire confiance à qui que ce soit. J'ai installé des caméras partout, j'ai enquêté. Sur chaque employé qui a mis les pieds dans cette maison, j'ai vécu dans une suspicion constante. Et la personne en qui j'aurais dû avoir le plus confiance est arrivée à moi par un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, monsieur Antoine. C'était une protection. Une protection pour nous tous. » Il se tourna vers elle. « Hélène, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Avez-vous une famille? Des enfants? Quelqu'un qui vous attend ailleurs ?» Hélène sourit tristement. « Non, j'ai toujours été seule, c'est pour ça que j'ai pu me consacrer autant à mon travail à l'hôpital, que j'ai pu accepter des gardes difficiles, rester des nuits entières avec des patients qui n'avaient personne. Et c'est pour ça que j'ai pu venir ici et me consacrer entièrement à prendre soin de vous. »« Alors restez, dit-il, se surprenant lui-même de la rapidité de sa décision. Pas comme une employée qui tient une promesse. Restez comme de la famille. » Hélène le regarda sans bien comprendre. « Comme de la famille ? Gabriel a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de vous aussi. Je ne sais plus comment vivre sans vous ici. Je ne veux plus de caméras, plus de surveillance, plus de peur. Je veux de la confiance. Je veux de la vie. Je veux que cette maison redevienne un foyer. » À ce moment, ils entendirent Gabriel crier de l'étage. « Hélène, où es-tu? Aujourd'hui, on va à la place. » Hélène sourit, ce sourire qui était devenu si familier et si cher. « Il attend. »« Nous attendons, » corrigea Antoine. « Allez-y, prenez soin l'un de l'autre. Je vais enlever les caméras. » Hélène se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Monsieur Antoine ? Vous pouvez m'appeler Antoine, sans le monsieur. »« Antoine, » sourit-elle. « Louise serait fière de voir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. » Après son départ, Antoine resta seul dans le salon pendant quelques minutes. Puis il monta au bureau et, pour la première fois en 3 ans, il éteignit les moniteurs de sécurité. Un par un, il déconnecta les caméras, rangea le matériel, démonta le système de surveillance qu'il avait créé pour protéger sa famille, mais qui avait fini par les emprisonner tous. Quand il eut terminé, il descendit et trouva Gabriel et Hélène dans la cuisine, planifiant la promenade jusqu'à la place. Gabriel était excité, parlant d'un livre qu'il voulait emporter pour lire sous les arbres. « Papa !» s'exclama Gabriel en le voyant. « Hélène a dit qu'on pouvait faire un pique-nique sur la place, comme ceux qu'on faisait sur la terrasse avec maman. » Antoine regarda Hélène, qui avait suggéré justement l'une des traditions familiales que Louise lui avait racontées cette nuit-là à l'hôpital. Elle sourit discrètement, et il comprit que c'était un autre cadeau que Louise leur avait laissé à travers elle. « Et si je venais avec vous aujourd'hui ?» suggéra Antoine. Gabriel écarquilla les yeux. « Vraiment? Tu vas sortir de la maison ?» Cela faisait plus d'1 an qu'Antoine n'était pas sorti de la maison pour autre chose que des besoins médicaux ou des urgences. « Vraiment. Je pense qu'il est temps. » La promenade jusqu'à la place fut une révélation. Gabriel présenta son père au voisin qu'il avait rencontré ces derniers jours, lui montra les arbres qu'il avait observés, raconta des histoires sur chaque découverte qu'il avait faite. Et Antoine réalisa à quel point il avait perdu le monde en s'enfermant chez lui. Sur la place, ils étendirent une couverture sous un arbre touffu et firent le pique-nique que Gabriel avait demandé. Ils mangèrent des sandwichs qu'Hélène avait préparés, burent du jus de figue fait avec les fruits qu'ils avaient eux-mêmes cueillis, et Gabriel lut à voix haute des passages du livre qu'il avait emporté. « Papa, » dit Gabriel à un moment, « tu pleures ?» Antoine toucha son propre visage et réalisa que oui, il pleurait. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement, de la gratitude, un pur bonheur d'être là à ce moment-là avec les 2 personnes qu'il aimait le plus au monde. « Je pleure de bonheur, mon fils. »« Je suis heureux aussi, » dit Gabriel, se blottissant contre son père. « Je pense que maman serait heureuse de nous voir ici. » Hélène, qui observait la scène en silence, murmura doucement « Elle est heureuse, j'en suis sûr. » Quand ils rentrèrent à la maison en fin d'après-midi, Antoine prit une autre décision. Il réunit Gabriel et Hélène dans le salon et fit une annonce. « Je veux faire quelques changements dans cette maison. Premièrement, il n'y a plus de caméras. Deuxièmement, il n'y a plus d'employés ici.
Hélène, si tu le veux, tu fais partie de cette famille maintenant, officiellement. » Gabriel sauta de son fauteuil roulant et serra Hélène dans ses bras avec une force qu'elle n'attendait pas. « C'est vrai? Tu vas rester pour toujours? »« Si vous voulez de moi, » dit-elle, en serrant le garçon dans ses bras. « On veut !» crièrent Gabriel et Antoine en même temps, faisant rire tout le monde. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, Antoine ne monta pas au bureau pour surveiller la maison. Au lieu de cela, il resta dans le salon avec Gabriel et Hélène, à regarder un film, à manger du pop-corn, à rire, à discuter, à être une famille. Quand Gabriel alla se coucher, il serra Hélène dans ses bras et murmura « Merci d'être revenu dans notre vie. »« Revenu » demanda-t-elle, curieuse. « Oui, je suis sûre que tu faisais déjà partie de notre famille. Tu as juste mis un peu de temps à arriver jusqu'ici. » Après que Gabriel soit monté, Antoine et Hélène restèrent seuls dans le salon. Il y avait quelque chose qu'ils devaient encore dire. « Hélène, à propos de cette nuit, à propos de Louise, je veux que tu saches que tu n'as plus à porter le poids de cette promesse. Tu as déjà fait bien plus que ce qu'on pouvait attendre. Si tu restes ici maintenant, que ce soit parce que tu le veux, pas parce que tu te sens obligé. »« Antoine, » dit-elle doucement, « je peux te confier un secret ? » ?»« Bien sûr. La promesse que j'ai faite à Louise n'est pas ce qui m'a amené ici. C'est ce qui m'a donné le courage de venir. Je voulais déjà être ici avant même de savoir pour vous. J'attendais juste de trouver ma famille. Et maintenant, je l'ai trouvée. » Ils restèrent silencieux un moment, absorbant la signification de ces mots. « Alors bienvenue dans la famille Martin-Mercier, » dit Antoine en souriant. « Ou serait-ce Mercier-Martin ? Et si on disait simplement famille ?» suggéra Hélène. Dans les mois qui suivirent, la maison de Saint-Germain-en-Laye se transforma complètement. Il y avait de la musique dans les couloirs, des rires dans la cuisine, des conversations sur la terrasse. Gabriel retourna à l'école en présentiel, se fit de nouveaux amis, commença des cours de natation adaptés. Antoine se remit à travailler avec plaisir, développa son entreprise, recommença à sortir pour des rendez-vous d'affaires et sociaux. Et Hélène s'épanouit comme la jardinière que Louise avait été. Elle s'occupait des plantes, cuisinait de délicieux plats, organisait la maison avec amour et surtout, elle prenait soin des cœurs de cette famille avec le dévouement de celle qui avait enfin trouvé sa place dans le monde. 1 an plus tard, un dimanche après-midi, ils faisaient leur pique-nique hebdomadaire sur la terrasse quand Gabriel fit un dessin spécial. C'était un portrait de la famille, lui, Antoine et Hélène, tous souriants sous le figuier. Mais dans le ciel, il avait dessiné une étoile brillante. « Qui est l'étoile » demanda Hélène. « C'est maman, » dit Gabriel naturellement. « Elle veille toujours sur nous de là-haut. Mais maintenant, elle n'a plus besoin de s'inquiéter parce que tu es là pour veiller sur nous ici-bas. » Antoine et Hélène se regardèrent par-dessus, la tête de Gabriel partageant un moment de profonde compréhension. Louise avait réussi, sa dernière promesse avait été tenue. Sa famille était de nouveau complète, différente d'avant, mais entière. Cette nuit-là, Antoine trouva Hélène dans la cuisine, préparant la confiture de figues hebdomadaire qui était devenue une tradition dans la maison. « Hélène, » dit-il, « je peux te demander quelque chose. » « Toujours. »« Crois-tu que les personnes qui sont parties peuvent encore prendre soin de nous ?» Hélène sourit en remuant lentement la confiture. « Je crois que le véritable amour ne meurt jamais, Antoine. Et je crois que Louise continue de prendre soin de vous à travers chaque personne qui croise votre chemin avec l'intention de faire le bien. Elle m'a simplement utilisé comme un instrument. Alors tu penses qu'elle savait? Que d'une manière ou d'une autre, elle a tout orchestré? Je pense que les mères savent toujours ce qui est le mieux pour leurs enfants. Et Louise savait que Gabriel avait besoin d'une mère de cœur et que tu avais besoin d'apprendre à faire confiance à nouveau. Et toi, de quoi avais-tu besoin ?» Hélène arrêta de remuer la confiture et le regarda avec ce sourire serein qui était devenu sa marque de fabrique. « J'avais besoin d'une famille, et j'ai trouvé la mienne. » Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine, Gabriel et Hélène a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de guérison et de nouveau départ, si vous avez ressenti la force de l'amour qui transcende même la mort, laissez votre j'aime sur cet épisode et abonnez-vous à notre chaîne. Commentez ci-dessous quel moment vous a le plus touché, quel sentiment cette histoire a éveillé dans vos propres vies. Chaque jour, nous vous proposons des récits comme celui-ci,
qui explore les recoins les plus profonds de l'âme humaine, qui nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une seconde chance pour l'amour. Des histoires qui nous enseignent que parfois les anges viennent à nous déguiser en personnes ordinaires, apportant la guérison à des blessures que nous pensions incurables. Ne manquez pas notre prochain épisode, car une nouvelle histoire émouvante vous attend, un nouveau voyage de transformation et d'espoir qui touchera certainement vos cœurs.